une conférence sur ce sujet. Vous allez donc comprendre pourquoi. Alors, bon, la prime de risque. Je vais expliquer ce que c'est. Déjà, à quoi ça sert une prime de risque, hein? Avant d'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert? Il y a deux utilités. La première, c'est la plus, on va dire, la plus courante, c'est pour l'évaluation des entreprises, hein, pour calculer la valeur fondamentale d'une entreprise, notamment par la méthode des flux. Alors ça, c'est une méthode typiquement d'analyse financière, hein. Donc là, on est au salon de l'analyse technique, donc je ne vais pas parler de cette méthode, mais rappelez-vous que, pour situer le contexte, que pour évaluer ces entreprises, donc par la méthode des flux, on va faire des prévisions sur les dividendes, on va faire des prévisions sur les cash flows des sociétés, hein, et on va actualiser ces dividendes futurs en fonction donc d'un taux d'actualisation qu'on appelle le taux risqué, ou bien par exemple le taux de rendement interne. Ce taux de rendement interne a deux composantes. La première composante, c'est un taux sans risque, et la deuxième composante, c'est un taux, c'est ce qu'on appelle la prime de risque. Donc ça, c'est la première utilité de la prime de risque pour déterminer la valeur, hein, d'une société. La deuxième utilisation, qui est moins courante, c'est pour mesurer l'aversion des investisseurs au risque, hein. Donc c'est on va dire, on va s'en servir ici comme d'un indicateur de comme un indicateur du sentiment de marché. Alors, un petit peu d'histoire avant. Hein. Première étape donc de mon exposé, quelques notions très basiques, hein, vous allez voir, sur les probabilités et les décisions. Alors, l'objectif de cette prime de risque, c'est d'arriver à constituer un portefeuille dans une optique plutôt moyen terme. Hein. C'est pas fait pour du trading ou du day trading, vous comprendrez pourquoi, mais un portefeuille moyen terme, c'est quoi, quelques mois, hein, à partir de quelques mois, pour battre un indice de référence avec une volatilité plus faible. Ouais. Alors un peu d'histoire. Quel est le raisonnement qui a amené au concept de prime de risque? Est-ce que vous savez? Eh bien, on est au XVIIe siècle. C'est le critère de Pascal, Blaise Pascal, mathématicien français, 1623-1662, qui explique, qui s'intéressait aux jeux de hasard, hein, puisqu'à l'époque, à la cour du roi Louis XIV, les jeux de société, enfin les jeux de hasard étaient c'était quelque chose de très tendance, à la mode. La décision est prise en fonction de la valeur espérée des bénéfices associés à un ensemble d'événements, hein, munis donc d'une probabilité donnée. Bon, cette phrase est tirée de son bouquin, hein, de son livre, donc elle est un petit peu compliquée, mais plus simplement, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va évaluer l'espérance mathématique des résultats de chaque action. Chaque action, on va prendre un exemple. Ça peut être un lancer de dés. Ça peut être lancer une pièce en l'air et elle va retomber sur la surface, ou bien sur pile. Donc deux événements possibles, munis chacun d'une probabilité donnée. Donc ça, c'est le critère de Pascal qui est basé sur l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, ça n'est qu'une moyenne pondérée par les probabilités d'occurrence.
Ensuite, on va choisir l'action dont l'espérance mathématique est la plus élevée. Alors, un exemple. Vous avez deux jeux. Enfin, prenons le jeu 1 d'abord, et le jeu 2. Le jeu 1, je lance une pièce en l'air. Si c'est pile, le côté pile qui tombe, je gagne, vous gagnez 6 euros. Si c'est face, je perds 2 euros. Vous perdez 2 euros. Le jeu 2, le gain est de 8 euros. Si la pièce tombe sur le côté pile, et si la pièce tombe sur le côté face, on perd 3 euros. Quel jeu allez-vous choisir? Alors, quel jeu allez-vous choisir? Allez-y. Vous choisissez le 2? Pour quelle raison? Suivant le critère, effectivement, de l'espérance de gain, l'espérance mathématique. Le jeu 1 a une espérance de gain de 2 euros. Vous voyez, le gain de 6 euros, je l'ai multiplié par 0,5, 0,5 étant la probabilité qu'on tombe sur pile. Supposez que la pièce n'est pas truquée. Hein. Plus, eh bien, la perte, que je vais également multiplier par 0,5, hein, puisque il y a une chance sur 2 que, en moyenne, donc, on tombe sur face. Donc, l'espérance de gain du jeu 2, pardon, du jeu 1 est de 2 euros. Le raisonnement est le même pour le jeu 2. On compare, là donc j'ai une espérance mathématique de 2,5 euros. On compare les deux espérances de gain. On choisit bien entendu celle qui est la plus importante. Voilà, ça c'est le critère de Pascal. Alors, ça sera un autre problème, mais je vous laisserai réfléchir. Si vous faites du trading, vous avez aussi un ratio qui s'appelle le ratio risk-reward. Ça vous dit quelque chose? Selon le ratio risk-reward, là, vous choisiriez le jeu 1, hein, plutôt que le jeu 2, puisque dans le jeu 2, enfin dans le jeu 1, pardon, vous avez un gain de 6 euros pour une perte de 2 euros. Vous faites le ratio. 6 divisé par 2, c'est 3. 8 divisé par 3, c'est un peu moins de 3, 2,5. Hein? Donc ne pas confondre le ratio risk-reward avec l'espérance mathématique, l'espérance de gain. Alors, pour amener le concept de prime de risque, on va faire un test. Je vous propose le choix suivant. Vous avez un gain certain de 100 euros. Voilà. Je vous propose, vous monsieur par exemple, je vous propose, c'est fictif, hein, un billet de 100 euros, ou bien alors vous tirez à pile ou face. Si c'est pile, vous gagnez rien du tout, mais si c'est face, vous gagnez 220 euros. Qu'est-ce que vous choisissez? Le B? Tout le monde choisit le B? Non, il y en a qui choisissent le A, ils préfèrent un gain certain, hein, partir tout de suite avec mon billet de 100 euros. Je n'ai pas retiré d'argent, donc pour l'instant, je n'ai pas carte bancaire. Hein. Donc il y a un petit problème avec le critère de Pascal, puisqu'effectivement, si on applique le critère donc, de l'espérance de gain, eh ben, l'option A, votre espérance de gain, bah, c'est un gain qui est certain. Hein. Vous partez avec 100 euros. L'option B, l'espérance de gain est de 110 euros. 110 euros, vous êtes d'accord? C'est supérieur à 100. Et pourtant, il y en a un certain nombre d'entre vous qui préfèrent l'option A. Hein. Donc pour certaines personnes, le gain qui est en moyenne, n'oublions pas que c'est une moyenne, hein, plus élevé dans le jeu le jeu B, eh bien ce gain plus élevé ne suffit pas à compenser l'incertitude, le risque lié au tirage au sort. Hein. Alors, quelqu'un a critiqué
le critère de Pascal, hein, quelques années plus tard, et a fait intervenir un nouveau concept, à l'époque, c'était l'aversion au risque. C'est Daniel Bernoulli, un mathématicien suisse, 1700-1782, qui critique le critère de Blaise Pascal. Il dit non, ce n'est pas le gain lui-même qui intéresse les parieurs, enfin, ou les gens qui vont faire ce type de jeu, c'est l'utilité que le gain procure. On va voir exactement ce que c'est. Donc Bernoulli a montré que les investisseurs, alors il ne parle pas en termes bien entendu d'investisseurs, hein, mais il montre que les investisseurs ne prendront davantage de risques qu'en échange d'un rendement plus élevé. Voilà. Ben, ça va être notre concept de prime de risque, qui est un peu fondamental en finance. Fondamental en finance, on va dire en analyse financière, mais fondamental également, enfin en tout cas très intéressant, très utile en analyse technique. Alors, voilà. Donc il y a des personnes qui peuvent accepter l'option B. Hein, vous avez accepté l'option B. Vous êtes plus riscophile que d'autres personnes qui ne l'ont pas accepté, hein, qui ont préféré partir avec le billet de 100 €, hein, qui seront davantage riscophobes. Hein. Donc une aversion au risque un peu plus forte. Bon, ben, cette aversion au risque, elle dépend des individus. Hein. La vôtre n'est pas la même que peut-être la vôtre. Hein. Et elle dépend également des conditions, des circonstances dans lesquelles vous devez prendre une décision. Imaginez, voilà, par exemple vous, allez, non, vous monsieur, vous avez une dette de 100 000 € que vous avez contractée auprès de quelqu'un. Cette tierce personne la revend votre dette à la mafia russe. Voilà. Et il vous faut trouver 100 000 € d'ici 2 jours. Vous allez voir votre banquier. Et votre banquier est un peu sadique. Pas de banquier par ici. Il est un peu sadique et il vous dit, bon d'accord, je veux bien faire quelque chose pour vous. Voilà, je vous propose une loterie. La loterie A, elle vous rapporte 50 000 € avec une probabilité de 50%. Et 75 000 € avec la même probabilité. La loterie B vous rapporte 100 000 € avec une probabilité de 10%, mais 0 € avec une probabilité de 90%. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ah mais non, si vous choisissez la A, de toute manière, vous n'aurez pas vos 100 000 € à rendre à la mafia russe. Voilà. Au pire, vous aurez, enfin au mieux, vous aurez 75 000. Alors que c'est une question de survie, donc vous allez choisir, vous allez prendre le risque de parier sur la loterie B. Parce que là, vous aurez, mais avec 10 chances sur 100, la possibilité de rembourser votre dette. Si vous utilisiez le critère de Pascal, effectivement, vous auriez choisi la loterie A, puisque l'espérance de gain de la loterie A est de 62 500 € contre une espérance de gain pour la loterie B de 10 000 €. Donc on aurait choisi la loterie A selon le critère de Pascal. Donc vous voyez que le fait de tenir compte de cette aversion au risque va amener un grand pas dans le domaine de la finance et des marchés financiers. Alors par analogie justement, là justement, pour l'instant on était dans les jeux.
Par analogie avec les marchés financiers, si vous vous souvenez du petit test, 110 € et 100 €. Que représente 110 €? 110 € représente la rentabilité espérée de votre placement. Bon, là, c'était la loterie, mais par analogie avec les marchés financiers. Donc 110 €, c'était ce que vous pouviez anticiper, hein, comme par exemple je sais pas, le rendement, enfin le dividende de telle ou telle action. 100 €, par analogie avec les marchés financiers, ça représente quoi? Non? Pas de risque, oui, excusez-moi, je ne vous avais pas entendu. Donc c'est le gain certain, donc pas de risque, c'est un placement sans risque. C'est le taux sans risque, hein, si je raisonne en pourcentage. Et la différence entre les deux, c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la prime de risque. Voilà ce que c'est que la prime de risque. Hein. Voilà comment, de manière épistémologique, on est arrivé à ce concept de prime de risque sur les marchés financiers à partir du critère de Pascal et de sa critique faite par Daniel Bernoulli. Alors, cette partie donc étant historique étant terminée, donc ça permet comme ça de mieux comprendre, de mieux saisir ce qu'est la prime de risque. Maintenant, nous allons l'appliquer. Avant de pouvoir s'en servir, nous allons l'appliquer sur les marchés financiers et déjà nous allons la calculer. Le calcul de la prime de risque. Alors, le calcul que je vais vous montrer est très simple. Hein. D'abord, les primes de risque, il y en a sur plein d'échéances. Tout comme il y a une courbe des taux d'intérêt à 1 mois, taux d'intérêt à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, il existe également donc des primes de risque sur plusieurs échéances. Hein. Celles dont vous avez peut-être entendu parler, celles que vous pouvez regarder souvent dans les journaux, lire dans les journaux, l'information, c'est souvent une prime de risque à 10 ans. À 10 ans parce que le taux sans risque sera considéré, sera pris comme étant celui des obligations d'État à 10 ans. Hein. Le calcul est différent parce que là il faut faire ensuite là on est plus dans une approche d'évaluation des sociétés, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer les cash flows futurs de la société, ou les dividendes futurs, suivant le modèle que vous aurez retenu, pour calculer cette prime de risque. Mais moi, rappelez-vous, là on est là pour le salon d'analyse technique, pour se servir de la prime de risque comme un simple outil de mesure du sentiment de marché. Ça va permettre de calculer le degré d'aversion au risque. Hein. Est-ce que le marché est dans une phase d'aversion au risque, ou bien alors est-ce qu'il est plutôt dans une phase d'appétit au risque, hein. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses trop compliquées. Donc moi j'utilise une prime de risque à 1 an, échéance 1 an. Donc c'est beaucoup plus simple. Et de toute manière, peu importe, hein, la méthode, pourvu que cette méthode soit appliquée de manière cohérente, hein, soit constante dans le temps, et que vous l'appliquiez à l'ensemble des actions. Si on verra, c'est les actions du CAC 40, ou à l'indice CAC 40 lui-même. Hein. Donc, la rentabilité espérée, qu'est-ce que je vais prendre pour mesurer la rentabilité espérée sur 1 an? La rentabilité espérée, ça sera tout simplement l'inverse du price earning ratio. Price earning ratio, rapport entre, comme son nom l'indique, le prix d'une action divisé par son bénéfice. Bien entendu, bénéfice
ce sont les bénéfices prévisionnels qu'il faut utiliser, dont il faut se servir. Les bénéfices passés n'ont pas d'intérêt. Hein. Les bénéfices passés expliquent très mal les fluctuations des prix futurs. Hein. Ce sont les bénéfices estimés qui expliquent le mieux l'évolution des cours des actions. Hein. D'ailleurs, vous savez que, bon, statistiquement, il y a deux grandes variables qui déterminent l'évolution des marchés. On va dire dans le marché, on va dire des actions ici. On est dans les actions ou les indices. Ce sont quoi? Quelles sont les deux variables fondamentales qui permettent d'expliquer l'évolution des marchés financiers? Eh ben, on est en analyse technique, donc ce sont les prix passés. Plus exactement, ce sont les tendances passées, hein, qui vont avoir une influence sur la détermination des prix futurs, sur la détermination des tendances futures. Statistiquement, c'est à peu près entre 30 et 35% en moyenne. Hein. Et les bénéfices prévisionnels, là également, c'est 30-35%. Hein. Donc ces deux variables expliquent, donc une est prévisionnelle, les bénéfices, l'autre est passé, les cours passés, hein, les tendances passées. Expliquent pratiquement 70% des fluctuations des cours de bourse. Donc, se servir du price earning ratio prospectif, hein, et non pas historique. Les bénéfices prévisionnels seront calculés sur une période glissante de 12 mois. Ma prime de risque, je vais la calculer à 12 mois. Hein. Donc le bénéfice prévisionnel, c'est à la date d'aujourd'hui pour les 12 prochains mois. Vous savez que les bénéfices sont estimés exercice civil exercice par exercice. On est sur 2013-2014. Hein, donc on va faire une sorte de prorata temporis. Un exemple. Le calcul du bénéfice par action à 12 mois de la Société Générale. Le 1er mars 2013, les estimations de bénéfices sont les suivantes. Pour l'exercice en cours, celui de cette année, on avait 3,61. Donc je vais bien entendu ici prendre le bénéfice prévisionnel, je vais le prendre je vais l'obtenir auprès du consensus des analystes financiers pour que la prime de risque soit la plus représentative possible du marché. Hein. Donc même si on peut dire qu'un consensus c'est faux par essence, de toute manière on ne connaît pas exactement ce que sera le bénéfice de la Société Générale à la fin de l'exercice 2013. Hein. Donc c'est là-dessus que c'est le consensus, et c'est vrai que les investisseurs vont se servir du consensus, donc de la moyenne, hein, des estimations de bénéfices. Donc 3,61 pour 2013 et 4,22 pour 2014. Le BPA sur les 12 prochains mois, eh bien, c'est simplement donc, je multiplie 3,61 au prorata temporis du temps qui reste à courir jusqu'à la fin de l'année. Donc par exemple, 1er mars, il nous reste 10 mois. Donc 10 divisé par 12, que je multiplie par 3,61. Donc le bénéfice de l'année en cours, de l'exercice, l'estimation de bénéfice. Et pour avoir 12 mois, il me reste 2 mois supplémentaires. Donc je vais multiplier prorata temporis, le bénéfice 2014, donc 4,22 ici, par 2 douzièmes. Et ça me donne 3,71. Le bénéfice de Société Générale, selon les estimations du consensus, au 1er mars 2013, était de 3,71 €. Alors, l'intérêt aussi de calculer
un bénéfice à 12 mois, un PER à 12 mois, une prime de risque à 12 mois, c'est qu'il n'y aura pas, on va travailler sur des courbes qui sont continues. Hein, voilà. Alors, on va faire, voilà. Donc voilà l'évolution depuis 2004 de ce que le consensus avait estimé au niveau du bénéfice pour les 12 mois qui venaient. Donc on est par exemple ici en l'été. Ah, attendez. Ah, voilà. Ici, c'est l'été 2007. Bah, les estimations étaient de plus de 11 € pour les 12 mois qui venaient. Hein? Allez. Et ensuite, au fur et à mesure, elles ont été dégradées, etc. Actuellement, bon, peu importe, il n'y a pas vraiment d'intérêt. On doit être un peu aux alentours de, je viens de le mettre, 3,71. Donc voilà pour le bénéfice. Ensuite, une fois qu'on a le bénéfice net par action, à 12 mois, il suffit de diviser par, de prendre le prix de l'action, à la date d'aujourd'hui, divisé par le bénéfice. Et on a le price earning ratio. Voilà le price earning ratio de Société Générale depuis 2004. Donc vous voyez que au 1er mars 2013, le PER était donc de 28,6, c'était le cours de Société Générale, divisé par 3,71, qui était le bénéfice anticipé pour les 12 mois, pour les 12 prochains mois. Ouais. Alors, je vais faire... Voilà. La rentabilité, ça sera simplement l'inverse du PER, celle que je vais utiliser pour le calcul de la prime de risque. Bon, juste une petite aparté, vous voyez que le PER prospectif peut également nous servir. On peut faire une analyse technique, on s'en sert en analyse technique pour savoir si un titre, par exemple, est surévalué ou sous-évalué. J'ai la moyenne historique du PER anticipé, non pas historique. Hein. Rappelez-vous, les PER, tout ce qui est historique n'a pas d'intérêt. Hein. Il faut faire des prévisions. Donc ça sera le PER prévisionnel, basé sur les bénéfices anticipés. Eh bien, c'est la courbe du milieu. Le PER prévisionnel historique est à 9 pour Société Générale, et de part et d'autre, de part et d'autre de cette moyenne, vous avez des bandes de déviation, hein, c'est-à-dire donc calculées à partir des écarts types. 6,2 pour la bande inférieure, c'est-à-dire un écart type. C'est-à-dire que quand le PER de Société Générale tombera en dessous de 6,2, on pourra se dire, le titre est peut-être sous-évalué. Et inversement, quand il franchit une fois l'écart type, donc sa moyenne historique plus une fois l'écart type, donc qui est ici à 11,7, on se dira, attention, là, le titre est peut-être surévalué. Bon. Vous voyez que, ce qui explique d'ailleurs, on verra avec la prime de risque, mais que depuis un an à peu près, on était tombé à un PER très faible, hein, on était tombé à 4, un PER de 4 sur la banque Société Générale. Ce PER est